Bien, d'abord, merci de votre accueil. Je vais donc vous parler du cinéma et vous surprendre en commençant parce que, aussi inattendu que cela puisse paraître, pour parler de cinéma, il faut remonter à la préhistoire. Tout le monde va s'interroger, tout le monde me regarde d'un air surpris. Si en effet les grottes préhistoriques ornées étaient les premières galeries d'art au monde, avec sur leurs cimaises de roche, que ce soit Lascaux, Nio ou Altamira, des fresques animalières saisissantes de réalisme et dessinées, peintes plutôt avec de la poudre d'ocre, de manganèse ou de charbon de bois, qui épousaient leurs roches pour donner aux animaux leur bas-relief. Les grottes préhistoriques furent aussi les premières salles de cinéma au monde. C'est la découverte récente de la grotte Chauvet en Ardèche qui le prouve, et le livre de Marc Azéma, qui s'intitule La préhistoire du cinéma, les préhistoriens dont il faisait partie, devant la multitude de peintures révélant des animaux portant 7 cordes, comme un rhinocéros laineux, 8 pattes, ou une succession de têtes identiques de chevaux ou de lionnes, en arrivèrent à la conclusion que notre ancêtre avait voulu en restituer le mouvement, d'ailleurs accentué dans une illusion d'optique par la lumière vacillante des torches dont il s'éclairait, ce qui donnait le mouvement au dessin d'animaux. Alors, du même coup, quand la grotte Chauvet a été découverte, les préhistoriens qui avaient fouillé Lascaux, et notamment la grotte de Logibas, où a été découverte la Vénus impudique, avaient trouvé des rondelles d'os ou de cordes percées d'un trou et ornées d'une tête d'animal. Et ils avaient pris ça pour des boutons de l'homme préhistorique. En fait, quand dans le trou de ce qu'on pensait être un bouton, on enfilait sur une cordelette ou une baguette, on enfilait donc le supposé bouton sur une cordelette ou une baguette, ça produisait en tournant l'effet d'automaton, une illusion d'optique restituant en mouvement les animaux. Ce procédé, d'ailleurs, sera repris au XIXe avec les zootropes, les praxinoscopes, des jouets dotés de cylindres tournants, redonnant pareillement l'impression du mouvement à partir de bandes de papier dessiné et coloré par un jeu de fente et de miroir. Et puis viendront les lanternes magiques à bougies puis à pétrole. Mais après l'homme préhistorique, venons-en quand même à Louis Ducosio, qui est, et c'est reconnu, le précurseur du cinéma, dont le nom d'ailleurs n'existe toujours pas. Et quand il dépose son brevet, il faut en 1800, que je ne dise pas de bêtises, 64 auprès de l'INPI, de l'Institut, voilà le brevet. Je ne sais plus, oui, je dis 30 ans avant les frères Lumière, car Auguste et Louis sont nés à Besançon en 1862 et 1864. Le mot cinématographe n'a pas encore été inventé. Son étymologie est grecque et vient de kinéma, qui signifie le mouvement, et de graphen, qui signifie écrire. Le mot n'apparaîtra qu'en 1892 à son invention par le français Louis Bouly. Donc Louis Ducos-Juoron, en déposant son brevet, il faut préciser qu'il a 27 ans et qu'il dépose son brevet de cinéma 12 ans avant celui des héliochromies et des photos couleurs. Comme quoi, c'était vraiment un visionnaire. Et donc, en déposant son brevet, il en est réduit à utiliser une périphrase, il ne peut pas parler de cinéma, donc il parle de, je le cite, reproduire photographiquement une scène quelconque avec toutes les transformations qu'elle a subies pendant un temps déterminé.
Dans sa communication, salle des illustres en 1969, à l'occasion de la séance solennelle de la Société académique, Léo Barbet sera le premier à lancer la bombe à Agen. Le cinéma, dit-il en substance, est né à Agen. Car personne avant Louis Ducos-Juron n'avait eu l'idée de reproduire le mouvement réel, la photographie ne permettant que de figer des sujets immobiles. Louis Ducos-Juron va même plus loin dans son additif à son brevet de 1864. Je le cite, « Mon mécanisme à lentille se charge de donner autant des ailes bien autrement rapides que celles dont parlent les poètes. » Bien dit. Et il poursuit dans une vision proto-cinématographique. On peut condenser en quelques instants une scène qui a duré un laps de temps considérable, par exemple la croissance des arbres et des plantes, et tous les phénomènes de la végétation, la construction d'édifices, la construction d'une ville entière, le défilé d'un cortège, une revue, des manœuvres militaires, une scène théâtrale, les évolutions et les danses d'une ou plusieurs personnes, le mouvement des vagues et la course des nuages ou l'éruption d'un volcan. Et il évoque aussi la succession des âges sur un même individu, la croissance d'une barbe ou d'une chevelure, et en même temps reproduire la rotation par la même façon des os. C'est là le principe de l'accéléré, qui a son corollaire qui est le ralenti. Louis Ducos-Juron le précise, réciproquement, on peut faire se succéder avec lenteur les transformations que la rapidité rend parfois saisissable à la vue. On peut aussi intervertir l'ordre dans lequel une scène ou un phénomène s'accomplit, c'est-à-dire commencer par la fin et finir par le commencement. C'est un peu le plongeur qui ressort de l'eau et revient sur son plongeoir initial. C'est le trucage cinématographique que Méliès d'ailleurs mettra en pratique. Ducos-Juron imagine aussi le dessin animé. On peut, dit-il, se servir de la photo elle-même pour reproduire en petit le sujet animé qu'on aura d'abord dessiné en grand. Et il va même plus loin, il préfigure aussi le travelling. Il dit « La chambre noire sera installée sur une petite voiture que l'on fera avancer. On comprend dès lors que les objets paraîtront s'avancer vers les spectateurs ou s'en éloigner. » Et Ducos-Juron prévoit aussi, Patrick l'a évoqué, la photo panoramique à l'aide d'un miroir courbe. C'est ce qui donnera naissance au cinémascope, utilisé pour la toute première fois en 1953 pour le film La tunique d'Henri Koster avec Richard Burton. C'est en quelque sorte l'anaglyphe ou la 3D ou le cinéma en relief, car Louis Ducos-Juron précise « Si on veut ajouter du relief stéréoscopique, il suffit de doubler les appareils de prise de vue. » Restait à concrétiser ces idées. Plutôt qu'une plaque de verre émulsionnée, Ducos-Juron préconise, je le cite, une bande souple, stockée sur une bobine débitrice et s'enroulant sur une bobine réceptrice avec un dispositif cranté. Une manivelle ou un ressort ou encore un moteur imprimeront le mouvement de rotation uniforme. Une lampe électrique permettra la projection aux yeux de toute une assemblée de gens sur une vaste toile exposée au regard d'un grand nombre de spectateurs. Il vient de décrire en quelque sorte le projecteur de cinéma qu'on voit sur son dessin et la salle de cinéma. J'en conclurai que Léo Barbet avait raison. Louis Ducos-Juron est bien le précurseur du cinématographe, sinon les frères Lumière seraient-ils venus le rencontrer à Agen et acquérir son brevet contre une rente à vie.